Bonsoir à tous, bienvenue dans Voyage au bout de la nuit. Merci d'être avec nous. Nous nous retrouvons ce soir pour poursuivre le roman autobiographique de Giacomo Casanova intitulé « Histoire de ma vie ». Serments absurdes que l'homme n'est pas en état de faire à la plus belle de toutes les femmes. Cécile est allée porter son trésor à sa mère, qui, pleurant de joie, confirma sa foi à la divine providence. J'ai fait monter l'hôte pour lui ordonner un souper sans épargne pour 5 personnes. J'étais sûre que le noble Descencio, qui devait arriver vers le soir, ne me refuserait pas l'honneur de souper avec moi. Je n'ai pas voulu dîner, mais la famille bolognaise n'eut pas besoin de ce régime pour s'assurer de son appétit à souper. Ayant fait appeler Bellino pour le sommer de sa parole, il me dit en riant que la journée n'était pas finie et qu'il était sûr de m'accompagner à Rimini. Je lui ai demandé s'il voulait venir se promener avec moi et il est allé s'habiller. Mais voilà Marine, qui d'un air mortifié vint me dire qu'elle ne savait pas d'avoir mérité la marque de mépris que j'allais lui donner. Cécile a passé la nuit avec vous. Vous partez demain avec Bellino. Je suis la seule malheureuse. Veux-tu de l'argent? Non, je vous aime. Tu es trop enfant. L'âge n'y fait rien, je suis plus formée que ma sœur. Et il se peut aussi que tu aies eu un amant. Pour ça, non. Fort bien, nous verrons cette nuit. Je vais donc dire à maman de préparer des draps pour demain, car la servante de l'auberge devinerait la vérité. Ces farces m'amusaient au suprême degré. Étant au port avec Bellino, j'ai acheté un petit baril d'huîtres de l'arsenal de Venise pour bien traiter Descencio, et après l'avoir envoyé à l'hôtellerie, j'ai conduit Bellino avec moi en rade et je suis allée au bord d'un vaisseau de ligne vénitien qui venait de finir sa quarantaine. N'y ayant trouvé personne de ma connaissance, je suis allée au bord d'un vaisseau turc qui était à la voile pour Alexandrie. À peine entrée, la première personne qui se présente à mes yeux est la belle grecque que j'avais laissée il y avait 7 mois au lazaret d'Ancône. Elle était à côté du vieux capitaine. Je fais semblant de ne pas la voir et je lui demande s'il avait de belles marchandises à vendre. Il nous mène dans sa chambre où il ouvre ses armoires. Je voyais dans les yeux de la Grecque la joie qu'elle ressentait me revoyant. Tout ce que le Turc me fit voir ne me convenant pas, je lui ai dit que j'achèterais volontiers quelque chose de joli et qui pourrait plaire à sa belle moitié. Il rit, elle lui parle turc et il s'en va. Elle court à mon cou et me serrant contre mon sein, elle me dit « Voilà le moment de la fortune ». N'ayant pas moins de courage qu'elle, je m'assieds, je me l'adapte et en moins d'1 minute, je lui fais ce que son maître en 5 ans ne lui avait jamais fait. J'ai cueilli le fruit et je le mangeais, mais pour l'avaler, j'avais encore besoin d'1 minute. La malheureuse grecque, entendant son maître qui revenait, sortit de mes bras, me tournant le dos, me donnant ainsi le temps de me rajuster sans qu'il pût voir mon désordre qui aurait pu me coûter la vie ou tout l'argent que j'avais pour accommoder tout à l'amiable. Dans cette situation très sérieuse, ce qui me fit rire fut l'étonnement de Bellino immobile et tremblant de peur. Les colifichets que la belle esclave choisit ne me coûtèrent que 20 ou 30 sequins. Spolaitis, me dit-elle, dans la langue de son pays, mais elle se sauva, se couvrant le visage quand son maître lui dit qu'elle devait m'embrasser. Je suis partie plus triste que gaiement. Cette charmante créature que, malgré son courage, le ciel s'était obstiné à ne favoriser qu'à demi. Bellino, dans la felouque, revenu de sa peur, me dit que je lui avais fait voir un phénomène,
dont la réalité n'était pas vraisemblable, mais qui lui donnait une étrange idée de mon caractère. Pour celui de la grecque, il n'y comprenait rien, à moins que je ne lui dise que telles étaient toutes les femmes de son pays. Bellino me dit qu'elle devait être malheureuse. « Vous croyez donc, lui dis-je, que les coquettes sont heureuses ? Je ne veux ni l'un ni l'autre. Je veux qu'une femme cède de bonne foi à l'amour et qu'elle se rende après avoir combattu avec elle-même, et je ne veux pas qu'en grâce d'une première sensation que lui cause un objet qui lui plaît, elle s'y abandonne comme une chienne qui n'écoute que son instinct. Convenez que cette grecque vous a donné une marque certaine que vous lui avez plu, mais en même temps un parfait indice de sa brutalité et d'une effronterie qui l'explosait à la honte d'être rejetée, car elle ne pouvait pas savoir de vous avoir plu autant que vous lui plûtes. Elle est fort jolie et tout est allé bien, mais tout cela m'a fait trembler. J'aurais pu apaiser Bellino et mettre un frein à son juste raisonnement, lui contant toute l'histoire, mais je n'y aurais pas trouvé mon compte. Si c'était une fille, mon intérêt voulait qu'il fût convaincu que l'importance que j'attachais à la grande affaire était petite et qu'elle ne valait pas la peine d'employer des ruses pour en empêcher les suites dans la plus grande tranquillité. Nous retournâmes à l'auberge et sur la brune que nous vîmes entrer dans la cour, descendions dans sa voiture. Lui allant au devant, je lui ai demandé excuse si j'avais compté sur l'honneur qu'il me ferait de souper avec Bellino et moi. Relevant avec dignité et politesse le plaisir que j'avais eu l'attention de lui faire, il accepta. Les mets choisis et bien apprêtés, les bons vins d'Espagne, les belles huîtres, et plus que tout cela la gaieté et les voix de Bellino et de Cécile, qui nous donnèrent des duos, et des séguédilles firent goûter à l'Espagnol 5 heures de paradis. Nous quittant à minuit, il me dit qu'il ne pouvait se déclarer entièrement content qu'allant se coucher, sûr que je souperais le lendemain, dans sa chambre, dans la même compagnie. Il s'agissait de différer mon départ encore d'un jour. Je l'ai étonné, acceptant. J'ai alors pressé Bellino de me tenir sa parole, mais me répondant que Marine avait à me parler et que nous aurions le temps de nous trouver ensemble le lendemain, il me laissa. Je suis restée seule avec Marine, qui, toute joyeuse, ferma la porte. Cette fille plus formée que Cécile, quoique plus jeune, se sentait engagée à me convaincre qu'elle méritait d'être préférée à sa sœur. Je l'ai facilement cru, n'examinant que le feu de ses yeux. Craignant de se voir négligée par un homme qui, dans la nuit précédente, pouvait avoir été épuisé, elle me déploya toutes les idées amoureuses de son âme, elle me parla en détail de tout ce qu'elle savait faire, elle me fit parade de toutes ses doctrines, et elle me circonstancia toutes les occasions qu'elle avait eues de se rendre grande maîtresse dans les mystères de l'amour, de l'idée qu'elle avait de ses plaisirs et des moyens qu'elle avait employés pour en goûter des échantillons. J'ai vu enfin qu'elle craignait que, ne la trouvant pas pucelle, je ne lui en fisse des reproches. Son inquiétude me plut, et je me suis divertie l'assurant que le pucelage des filles ne semblait qu'une imagination puérile, puisque la grande partie n'en avait reçu de la nature pas seulement les marques. J'ai mis en ridicule ceux qui souvent avaient tort de leur en faire une querelle. J'ai vu que ma science lui plut et qu'elle vint entre mes bras remplie de confiance. Elle se montra effectivement supérieure en tout à sa sœur et elle triompha quand je lui ai dit « Mais quand elle prétendit de me combler, m'assurant qu'elle passerait avec moi toute la nuit sans dormir, je l'ai déconseillée, lui démontrant que nous y perdrions puisque, accordant à la nature le doux répit du sommeil, elle se déclare reconnaissante au réveil dans l'augmentation de la force de son feu.
Après avoir donc assez joui et bien dormi, nous renouvelâmes la fête le matin, et Marine partit toute contente quand elle vit les 3 doblons que dans la joie de son âme elle porta à sa mère, qui était insatiable de contracter des obligations toujours plus grandes avec la divine providence. Je suis sortie pour aller prendre de l'argent de Buccetti, ne pouvant pas deviner ce qui pourrait m'arriver en voyage jusqu'à Bologne. J'avais joui, mais j'avais trop dépensé. Il me restait encore Bellino, qui étant fille ne devait pas me trouver moins généreux que ses sœurs. Cela devait infailliblement être tiré au clair dans la journée, et il me semblait de devoir en être certain. Ceux qui disent que la vie n'est qu'un assemblage de malheurs veulent dire que la vie même est un malheur. Si elle est un malheur, la mort donc est un bonheur. Si elle est un malheur, ces gens-là n'écrivirent pas ayant une bonne santé. La bourse pleine d'or et le contentement dans l'âme, venant d'avoir entre leurs bras des Céciles et des Marines, et étant sûrs d'en avoir d'autres dans la suite. C'est une race de pessimistes, pardon ma chère langue française, qui ne peut avoir existé qu'entre des philosophes gueux et des théologiens fripons ou atrabilaires. Si le plaisir existe et si on ne peut en jouir qu'en vie, la vie est donc un bonheur. Il y a d'ailleurs des malheurs, je dois le savoir. Mais l'existence même de ces malheurs prouve que la masse du bien est plus forte. Je me plais infiniment quand je me trouve dans une chambre obscure et que je vois la lumière à travers d'une fenêtre vis-à-vis d'un immense horizon. À l'heure du souper, je suis entrée chez Descencio, que j'ai trouvé seul et très proprement logé. Sa table était couverte en vaisselle d'argent et ses domestiques étaient en livrée. Bellino, par caprice ou par artifice, entre habillé en fille, suivi de ses 2 sœurs fort jolies, mais effacées par lui, qui dans ce moment-là m'a rendu si sûre de son sexe que j'aurais gagné ma vie contre un Paolo. Il n'était pas possible de se figurer une plus jolie fille. « Êtes-vous persuadé, dis-je à Descencio, que Bellino ne soit pas une fille ? » Fille ou garçon, qu'importe, je le crois un fort joli castrato, et j'en ai vu d'autres aussi beaux que lui. Mais en êtes-vous sûr ? Valgame Dios, je ne me soucie pas de m'en rendre sûr. J'ai alors respecté dans l'espagnol la sagesse qui me manquait, ne répliquant pas le mot, mais à table, je n'ai jamais pu détacher mes yeux de cet être que ma nature vicieuse me forçait à aimer et à croire du sexe dont j'avais besoin qu'il fût. Le souper de Descencio fut exquis, et comme de raison supérieure au mien, car sans cela il se serait cru déshonoré, il nous donna des truffes blanches, des coquillages de plusieurs espèces, les meilleurs poissons de l'Adriatique, du champagne non mousseux, Peralta, Xérès et Pedro Ximénez. Après souper, Bellino chanta à nous faire perdre le peu de raison que les excellents vins nous avaient laissé. Ses gestes, les mouvements de ses yeux, sa marche, son port, son air, sa physionomie, sa voix et surtout son instinct, qui selon mon calcul ne pouvait pas me faire sentir sa force pour un castrat, tout me confirmait mon idée. Je devais cependant m'en rendre certain par le témoignage de mes yeux. Après avoir bien remercié le noble Castillan, nous lui souhaitâmes un parfait sommeil et nous entrâmes dans ma chambre où Bellino devait me tenir sa parole, où mériter mon mépris et se disposer à me voir partir seul au point du jour. Je le prends par la main, je le fais asseoir près de moi devant le feu, et je prie les 2 petites de nous laisser seules. Elles s'en vont dans l'instant. L'affaire, lui dis-je, ne sera pas longue si vous êtes de mon sexe. Et si vous êtes de l'autre, il ne tiendra qu'à vous de passer la nuit avec moi. Je vous donnerai demain matin 100 sequins, et nous partirons ensemble.
Vous partirez seul et vous aurez la générosité de pardonner à ma faiblesse si je ne peux pas vous tenir ma parole. Je suis castrat et je ne peux me déterminer ni à vous laisser voir ma honte, ni à m'exposer aux horribles conséquences que cet éclaircissement peut avoir. Il n'en aura pas puisque d'abord que j'aurai vu ou touché, je vous prierai moi-même d'aller vous coucher dans votre chambre et nous partirons demain fort tranquilles et il n'y aura plus question de cela entre nous. Non, c'est décidé, je ne peux pas satisfaire votre curiosité. À ces mots, je me sens poussée à bout, mais je me domine et je tente avec douceur d'aller avec ma main là où j'aurais trouvé ma raison ou mon tort. Mais il se sert de la sienne pour rendre impossible à la mienne la perquisition désirée. Ôtez donc cette main, mon cher Bellino. Non, et absolument non, car vous voilà dans un état qui m'épouvante. Je le savais et je ne consentirai jamais à de telles horreurs. Je vais vous envoyer mes sœurs. Je le retiens, je fais semblant de devenir calme, mais tout d'un coup, croyant le surprendre, j'allonge mon bras au bas de son dos, et ma main rapide allait s'éclaircir par ce chemin-là, s'il n'eût paré le cou se levant, et opposant à ma main qui ne voulait pas lâcher prise, la sienne, la mienne avec laquelle il couvrait ce qu'il appelait sa honte. Ce fut dans ce moment que je l'ai vu, homme, et que j'ai cru de le voir malgré lui. Étonné, fâché, mortifié, dégoûté, je l'ai laissé partir. J'ai vu Bellino vrai homme, mais homme méprisable, tant par sa dégradation que par la honteuse tranquillité dans laquelle je l'ai vu, dans un moment où je ne devais pas voir avec évidence la marque de son insensibilité. Un moment après, j'ai vu ses sœurs que j'ai priées de s'en aller parce que j'avais besoin de dormir. Je leur ai dit d'avertir Bellino qu'il partirait avec moi et qu'il ne me trouverait plus curieux de rien. J'ai fermé ma porte et je me suis couchée, mais fort mécontent, car malgré ce que j'avais vu, dû m'avoir désabusé, je sentais que je ne l'étais pas. Mais que voulais-je davantage ? Hélas, j'y pensais et je n'y concevais rien. Le matin, après avoir mangé une bonne soupe, je suis partie avec lui, et avec le cœur déchiré par les pleurs de ses sœurs et de la mère qui, mâchant des patenôtres, le chapelet à la main, ne faisait que répéter le refrain « Dio provvedera ». La foi dans la providence éternelle de la plus grande partie de ceux qui vivent de métiers défendus, par les lois ou par la religion, n'est ni absurde, ni fictive, ni dérivante d'hypocrisie. Elle est vraie, réelle, et telle qu'elle est, elle est pieuse, car sa source est excellente. Quelles que soient ses voies, celle qui agit est toujours la providence, et ceux qui l'adorent indépendamment de tout ne peuvent être que des bons esprits, quoique coupables de transgression. Belle Laverne, promets-moi de tromper, de paraître juste et saint, couvre de la nuit mes péchés et mes fraudes d'un nuage. C'est ainsi que parlaient latin à leur déesse les voleurs romains du temps d'Horace qui, me dit un jésuite, n'aurait pas su sa langue s'il avait dit justo sanctoque. Il y avait des ignorants entre les jésuites aussi. Les voleurs se moquent de la grammaire. Me voilà donc en voyage avec Bellino qui, croyant de m'avoir désabusé, pouvait avoir raison d'espérer que je serais plus curieux que lui. Mais il n'a pas tardé un quart d'heure à voir qu'il se trompait. Je ne pouvais fixer mes yeux dans les siens sans brûler d'amour. Je lui ai dit que ses yeux, étant d'une femme et non pas d'un homme, j'avais besoin de me convaincre par le tact que ce que j'avais vu à son escapade n'était pas un clitoris monstrueux. « Il peut l'être, lui dis-je, et je sens que je n'aurai aucune peine à vous pardonner ce défaut, qui d'ailleurs n'est que ridicule. Mais si ce n'est pas un clitoris, j'ai besoin de m'en convaincre, ce qui est très facile. Je ne me soucie plus de voir, je ne demande qu'à y toucher. Et soyez sûr que d'abord que je me trouverai certain, je deviendrai doux comme un pigeon,
car après que je vous aurai reconnu pour homme, il me sera impossible de poursuivre à vous aimer. C'est une abomination pour laquelle, Dieu soit loué, je ne me sens aucun goût. Votre magnétisme, et qui plus est votre gorge, que vous avez abandonnée à mes yeux et à mes mains, prétendant de me convaincre par là de mon tort, m'ont donné au contraire une impression invincible qui me force à poursuivre à vous croire fille. Le caractère de votre structure, vos jambes, vos genoux, vos cuisses, vos hanches, vos fesses sont la copie parfaite de l'Anna Diomena que j'ai vue 100 fois. Si après tout cela il est vrai que vous n'êtes qu'un simple castrat, permettez que je croie que vous, sachant de ressembler parfaitement à une fille, avez fait le cruel projet de me faire devenir amoureux, pour me faire devenir fou, me refusant la conviction qui seule peut me mettre à la raison. Excellent physicien, vous avez appris dans la plus maudite de toutes les écoles que le vrai moyen de rendre impossible à un jeune homme la guérison d'une passion amoureuse à laquelle il est livré est celui de l'irriter, mais mon cher Bellino, convenez que vous ne sauriez exercer cette tyrannie que haïssant la personne sur laquelle elle doit faire cet effet. Et la chose étant ainsi, je devrais employer la raison qui me reste à vous haïr également, ou que vous soyez fille, ou que vous soyez garçon. Vous devez sentir aussi que par votre obstination à me refuser l'éclaircissement que je vous demande, vous me forcez à vous mépriser en qualité de castrat. L'importance que vous attachez à la chose est puérile et méchante. Avec une âme humaine, vous ne pouvez pas vous obstiner à ce refus, qui, en conséquence de mon raisonnement, me met dans la dure nécessité de douter. Dans cet état de mon esprit, vous devez à la fin des fins sentir que je dois me déterminer à me servir de la force, car si vous êtes mon ennemi, je dois vous traiter comme tel sans plus rien ménager. À la fin de ce discours trop féroce, qu'il écouta sans jamais m'interrompre, il ne me répondit que ces 20 mots. Songez que vous n'êtes pas mon maître, que je suis entre vos mains sous la foi d'une promesse que vous m'avez envoyée par Cécile, et que vous deviendrez coupable d'un assassinat me faisant violence. Dites au postillon d'arrêter, je descendrai et je ne m'en plaindrai à personne. Après cette courte réponse, il fondit en larmes qui mirent ma pauvre âme dans un véritable état de désolation. J'ai presque cru d'avoir tort, je dis presque, car si j'en avais été sûre, je lui aurais demandé pardon. Je n'ai pas voulu m'ériger en juge de ma propre cause. Je me suis concentrée dans le plus morne silence, ayant la constance de ne plus prononcer un seul mot qu'à la moitié de la 3e poste qui finissait à Sinigaï où je voulais souper et coucher. Avant d'y arriver, il fallait venir à une définition. Il me semblait de pouvoir espérer de le mettre encore à la raison. Nous aurions pu, lui dis-je, nous séparer à Rimini bons amis, et cela serait arrivé si vous eussiez conçu pour moi quelques sentiments d'amitié. Moyennant une complaisance qui enfin n'aurait abouti à rien, vous auriez pu me guérir de ma passion. Vous n'en seriez pas guéri, me répondit Bellino, avec un courage et un ton dont la douceur me surprit. Car vous êtes amoureux de moi, soit que je sois fille, soit que je sois garçon, et m'ayant trouvé garçon, vous auriez poursuivi à l'être, et mes refus vous auraient fait devenir encore plus furieux. Me trouvant toujours ferme et impitoyable, vous auriez donné dans des excès qui, après vous, auraient fait verser des larmes inutiles. Nous poursuivrons ce roman dans un prochain numéro de Voyage au bout de la nuit. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur D8. Très bonne soirée à vous.